Je dis qu'on doit faire le travail de marxiste, qui est de faire le travail critique sur le socialisme réel en tant que marxiste. Mais appliquer les outils marxistes à l'expérience socialiste. Mais dans ton explication, il y a le rapport marxiste. Mais c'est très intellectuel comme rapport. Mais comment on fait en sorte pour établir le rapport de force dans notre société pour espérer de mettre en place tout ce que tu dis? Parce qu'il y a la critique, je suis d'accord avec toi dans la critique, mais il y a un côté intellectuel. Déjà prendre conscience que la classe moyenne n'est pas l'ennemi. Oui, et que c'est l'allié. La classe moyenne est en train de... Regarde, Arlette Laguillet, elle a été sponsorisée pour sa bêtise parce qu'elle dit patron-travailleur. Elle empêche la lecture marxiste moderne. Car en réalité, les patrons-travailleurs, ça n'existe pas. Aujourd'hui, tu as des technogestionnaires de l'appareil de production qui sont des salariés qui touchent des stocks options gigantesques et qui bossent pour un capital atomisé qui n'est lui-même plus national, avec des noyaux durs. Donc si tu pousses l'analyse jusqu'au bout, tu fais exploser ces concepts complètement archaïques qui ont pour but de t'empêcher de comprendre les rapports de classe modernes. Et c'est pour ça que la bourgeoisie l'a sponsorisé. Parce que patron, travailleur, je veux bien, mais qui sont les patrons, qui sont les travailleurs? Tu découvres que qu'elles désignent comme patrons sont les travailleurs, et ce qu'elles désignent comme travailleurs sont souvent des petits rentiers, complices de l'hyperclasse, tu vois, pour liquider la classe moyenne qui sont devenus des surtravailleurs, tu vois, voilà. Donc moi je dis, soyons marxistes authentiquement jusqu'au bout. Arlette Laguillet, au mieux c'est une idiote, je pense qu'elle est, mais au pire, c'est un joujou du capital, ça c'est clair et net, tu vois, parce qu'elle produit une épistémologie tellement archaïque qu'elle t'empêche de rien comprendre, tu vois. C'est comme un médecin qui pratique une médecine tellement dépassée que c'est un assassin et un boucher. Tu lui confies pas tes gosses, tu vois ce que je veux dire. Et réfléchissez donc au rôle historique qu'a joué lutte ouvrière dans la prise de conscience de ce que c'est que les rapports de classe, les rapports de force entre capital et travail. C'est un rôle entièrement réactionnaire qu'elle a joué objectivement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on lui a donné une telle tribune. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont financé, c'est bizarre quand il y a des gens qui financent la révolution, qui n'y ont aucun intérêt. Tu vois ce que je veux dire? Il faut quand même se poser des questions. Pourquoi à certains moments, des révolutionnaires sont-ils financés par des gens qui n'ont aucun intérêt à la révolution? C'est qu'ils y voient eux autre chose. Donc il faut comprendre les manipulations, etc. Alors qu'au premier degré, les militants soient honnêtes, que Arlette Laguillet pense réellement à ce qu'elle dit, c'est certain. Mais la bêtise, enfin voilà, les rapports, la division sociale du travail, il y a aussi une division de la bêtise et de l'intelligence. Je pense que le mec qui est 33e niveau de la franc-maçonnerie, il fait pas du tout la même chose que celui qui vient de rentrer, tu vois. Il y en a un, il se bat pour la fraternité universelle, tu vois, et celui qui est là-haut, je pense qu'il a d'autres projets, tu vois. Et là, il y a le système aussi de l'élévation avec des sas, où plus tu montes dans la hiérarchie, plus tu es initié, et que cette initiation, qui est une trahison de ton engagement de base, est compensée par un partage du profit de la trahison et de la domination. C'est-à-dire que plus tu montes, plus tu mens, mais plus tu touches. Et ça, ce sont des mécaniques, c'est des mécanismes d'organisation de domination qui existent partout, dans le clergé catholique, dans la franc-maçonnerie et dans le parti communiste et à la CGT, mon vieux. Bernard Thibault, il sait bien d'autres choses que le mec qui milite à la base. Il couche avec les Allemands, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'à t'écouter, on a l'impression que les Trotskos ont tout comploté. Le gentil parti communiste français était un béné qui s'est fait avoir par le grand capital. La CGT, c'est le parti communiste. Oui, le parti communiste, en 1945, a refusé l'insurrection communiste, et en 1968, mais le Parti communiste français la grève générale de se Le Parti communiste français était entièrement allégeant à l'Union soviétique. Donc à un moment donné, on dépendait des intérêts de l'Union soviétique qui elle-même avait signé un pacte incroyablement frauduleux avec l'Amérique qui s'appelle le partage de Yalta. Quand à un moment donné, l'oligarchie américaine et l'oligarchie soviétique, qui sont en réalité pratiquement les mêmes, quand tu regardes qu'il y a derrière, si tu le découvriras un jour, je te montrerai les documents, ils sont les mêmes. Oui, voilà. Oui, bien sûr, ils sont pratiquement les mêmes. Ils ont très peu de différence. Ils se partagent le monde. Et que Staline dit, ok, vous me donnez la moitié de l'Europe que vous auriez pu me reprendre militairement, parce que vous voulez faire Patton, vous me donnez la moitié de l'Europe et vous me payez même pour que je la garde. Ce qui n'est pas trop cohérent que les capitalistes donnent la moitié de l'Europe à des socialistes alors qu'ils n'ont pas les moyens de la garder par eux-mêmes. C'est étrange. Mais les autres leur disent, je vous donne cette moitié de l'Europe à condition que vous ne touchez pas à la France. Donc qu'est-ce que fait Staline? Il appelle Thorez, si tu veux, il dit, vous, le Parti communiste français, vous avez ordre de ne pas prendre le pouvoir en France, alors vous pouvez le prendre. Donc on désarme les FTP, et puis vous remettez les mecs au boulot parce qu'il faut redévelopper la France, et ça veut dire que l'armée française, avec la complicité du PC, tire sur les travailleurs dans les mines dès les années 50. Et bien ça s'appelle de la politique à haut niveau, et le pauvre ouvrier de base, il l'a dans le cul de A à Z, comme toujours, voilà. Oui, mais parce que des fois, on a l'impression dans le discours... Mais c'est pas des trotskistes, là, tu vois, là, c'est Staline et Thorez, donc je t'ai pas parlé de trotskistes. Je parle de trotskistes quand je parle avec des connards de bobos, tu vois. Mais je sais bien que le PCF a fait le même travail de son côté, voilà. Le problème, c'est que, comment faire pour ne pas être systématiquement le cocu de l'histoire, tu vois, voilà, et que malheureusement on est dans un monde où les petits, c'est toujours eux qui meurent à la guerre, c'est toujours eux qui font le boulot, c'est le substrat de l'œuvre de Céline. L'œuvre de Céline, c'est de dire de toute façon c'est toujours les petits qui payent. Toute son œuvre est traversée par ça, ce que Marc-Édouard Nab n'a jamais compris.
parce qu'il ne sait pas ce que c'est que les travailleurs. Lui, la question sociale lui est totalement étrangère. Mais le substrat de l'œuvre de Céline de A à Z, c'est de toute façon, c'est toujours les petits qui payent, qui bossent, qui meurent, qui sont assassinés, qui meurent à la guerre, etc. C'est pour ça que Céline était considérée et par Elsa Triolet et par Staline comme le seul auteur prolétarien, alors qu'il n'est pas du tout issu du prolétariat, car le prolétariat c'est une classe qui n'existe pas, elle n'a jamais produit un écrivain. Elle n'a pas de, selon ton critère, elle n'a pas de sensibilité. Mais selon le critère économique, il y a un prolétariat qui ne produit pas d'art. Il ne produit pas d'art. Oui, ça c'est ton critère. Ben, c'est un critère important. Quand une classe ne produit pas de culture et de conscience de soi par la culture, parce que la culture c'est la preuve de la conscience de soi, elle n'est pas autonome. Donc le prolétariat n'a jamais été autonome. La preuve c'est qu'il a toujours été dirigé par des gens qui n'étaient pas du prolétariat. Car tous les révolutionnaires professionnels, il n'y a aucun mec qui est issu du monde ouvrier. Ni Marx, ni Lénine, ni Lukács, cite-moi un mec issu du... C'est pas un révolutionnaire encore. Bah, non mais d'accord, mais cite-moi un leader communiste de haut niveau qui soit issu du prolétariat authentiquement. Il y a une... Bah voilà, c'est une question fondamentale. Les ouvriers n'ont pas le temps d'apprendre le marxisme. Il y a des mecs qui le font pour eux, qui sont ce qu'on appelle au mieux des clercs, qui sont issus de la petite bourgeoisie cultivée, qui s'appelle le clerc de gauche. Et ce sont ce qu'on appelle des clercs, qui étaient comme les curés dans l'Ancien Régime. Ça s'appelle des prélats, des clercs, c'est le clergé. C'est pas le tiers-état. Mais quand ils vont en première ligne, c'est clair, et qu'eux-mêmes ils risquent leur vie, c'est pas la même chose. Où est-ce qu'ils ont risqué leur vie en première ligne? Les révolutionnaires bolcheviques, quand ils sont allés se battre, Trotsky, ils ont pris le pouvoir. Mais tu as Trotsky, il a pris le pouvoir, tu rigoles ou quoi? D'accord, mais il était général de l'armée rouge, et il l'a monté, il a créé cette armée. Il était général de l'armée rouge, il était dans un train blindé, il faisait faire la guerre aux autres. Et il a réprimé par la force les par définition, un général, il a fait tuer des millions de mecs, et quand ça a mal tourné pour lui, il s'est barré, et il a fini chez les bobos au Mexique. Et heureusement que Staline fait bien le boulot, avec en mode mercadaire. Attends, fais-moi marrer avec Trotsky. Non, je vais te faire marrer parce que c'est quand même gros. Il a travaillé, qu'est-ce qu'il a travaillé en usine, Trotsky? Mais c'est chef. Non, mais attends, mais ça veut dire que ton critère c'est de travailler en usine, t'as pas travaillé en usine. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il faut avoir conscience que ces mecs qui ont du mot prolétaire à la bouche, il n'y a pas un prolétaire parmi eux. C'est tout. Et que c'est vieux comme le monde, que c'est les déclassés qui agissent au nom des pauvres, et que c'est valable d'ailleurs partout. Dieudonné est un métis, ce n'est pas un noir intégral, il faut être un métis pour se révolter. Le mec qui a inventé le rastafarianisme en Jamaïque, c'est un fils de planteur blanc, c'est un métis aussi. Et même Maître Vergès, c'est un métis. En réalité, les mecs qui font les révolutions, ce sont des métis et des déclassés, ce qui veut dire la même chose, c'est-à-dire ils ont une double origine de classe. Et en fait, chez un déclassé qui se révolte qui est scandalisé de la condition du prolétariat, chez l'intellectuel déclassé, c'est le bourgeois. Tu vois? Pourquoi Dieudonné est en colère? Parce que c'est le blanc qui se révolte en lui, d'être traité comme un noir. Ça s'appelle comprendre ce que c'est que l'idiosyncrasie du métis. Tu vois ce que je veux dire? Et exactement Vergès. Pourquoi Vergès trouve ça insupportable, la situation des Réunionnais? Parce que son père était médecin, tu vois, et il n'était pas réunionnais, tu vois. Voilà. Et ça, c'est pas du tout une critique. Mais c'est-à-dire que ce sont toujours les métis et les déclassés qui font tout. Les prolos, c'est la chair à canon. Ayant au moins conscience de tout ça, il n'y a jamais eu un cadre issu du prolétariat. Stakhanov est un enculé. Tu vois, c'est un mec qui dit je peux faire 3 fois plus que les autres pour jamais plus travailler. C'est-à-dire qu'un jour il a travaillé 3 fois plus que les autres, il n'a plus jamais travaillé de sa vie, après il faisait des conférences pour pousser les autres effectivement, c'est un jaune, tu vois ce que je veux dire, à dire vous pouvez faire 3 fois plus que ce qui est ordonné par le plan quinquennal. Tu vois ce que je veux dire, il faut avoir quand même, moi je te critique pas, je te dis tu as la naïveté de la pureté de la jeunesse, comme je veux dire un jeune homme qui aime Jésus-Christ et qui devient, mais lis les romans de la bourgeoisie catholique française, du jeune mec qui rentre au séminaire, tu vois ce que je veux dire, tu vas découvrir la même chose, et qu'il a l'idéal du Christ, tu lis de Bernados à Stendhal, le jeune qui rentre au séminaire, c'est le rouge et le noir, et qui voit de l'intérieur ce que c'est que l'église catholique, des fils de paysans qui veulent bien bouffer, échapper. Il y a un mec qui est génial pour ça, c'est Sergio Leone. Il y a tout dans Sergio Leone. Si tu veux apprendre le marxisme, pousser plus loin que ce que tu l'as vu, tu regardes la trilogie, il était une fois dans l'Ouest, il était une fois la Révolution, il était une fois en Amérique. T'as même pas besoin de lire Marx, tu vois. Mais en moi je te montre, effectivement, regardez. Il était une fois la Révolution, il y a tout dedans. Il y a tout sur la révolution, la manipulation ouvrière, etc. Voilà. Mais c'est déjà aussi dans Balzac, excusez-moi. Enfin, tous les grands auteurs, et c'est même dans Proust, hein, si vous le lisez bien. Hein. Voilà. Donc voilà, je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que comment on peut faire alors à ce moment-là une révolution? Comment on peut faire, j'ai pas dit ce qu'il fallait faire. Je te dis déjà, si tu pars sur un diagnostic qui est faux de A à Z et une analyse de la situation qui est d'une naïveté totale, d'abord tu l'auras soit dans le cul, soit pas dans le cul. Ce que je dirais,
La pureté militante conduit à l'abandon du militantisme. Tu vois, donc voilà, Heureusement, j'ai rencontré des gens qui pouvaient le contraire, parce qu'il y a des gens quand même. Par exemple, je sais pas si tu connais les. je n'ai pas dit qu'il fallait pas militer, je suis l'exemple d'un mec qui continue à militer, alors je pourrais dire autre chose. Mais je connais des types qui sont dans ce qu'on appelle le parti, le socialiste par en bas, c'est des Américains, des anglo-saxons. Déjà, tu les vois pas de près. Ah non, ils sont en France. Non, ils sont en France. Ils travaillent en France et justement ils sont sur une ligne où quand j'ai rencontré ER, c'est-à-dire que est-ce que c'est pas la ligne mais en fait ils sont sur une ligne sur les questions de l'islam. Ils pensent que il peut y avoir objectivement une unité entre le combat de l'islam, du monde oriental musulman, contre le système capitaliste. C'est-à-dire que mais moi aussi je dis ça de loin, mais quand tu t'intéresses à l'islam de près, Albert Ali l'a dit hier, tu découvres des épiciers, des boutiques, des agents des gouvernements. Oui, mais c'est le prolétariat qui va se battre, c'est-à-dire les musulmans qui se battent, c'est le prolétariat. Donc si on additionne la lecture de classe avec cette question de l'islam, si on additionne avec la lecture de classe en disant vous êtes emmenés par vos dirigeants musulmans, mais en fait j'aimerais bien que tu aies raison, mais ton prolétariat musulman, tu peux idéaliser chaque catégorie parce que c'est pratique dans les manipulations conceptuelles d'avoir des catégories pures. Le problème c'est que ton prolétariat musulman, plus tu vas le chercher, moins tu vas le trouver. Je dis pas qu'il n'existe pas, mais il n'existe pas à ce niveau de simplicité, de pureté. Oui, vous voulez faire des maths avec des sciences humaines. Je vous ai dit, l'espace socio-économique, ce n'est pas l'espace idéal des nombres. Dans le monde des mathématiques, un axiome est valeur constamment, tout le temps et en tout lieu. Tu veux dire, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente, il n'y a pas de température chaude et froide, etc. Dans le monde réel, c'est la théorie des plis chez Deleuze. Il faut que vous compreniez pourquoi ces mecs se sont mis à penser à ça. Et Deleuze, il a fait le parcours marxiste intégral de A à Z. Tu vois, ils l'ont tous fait ton parcours. Je l'ai fait aussi. Ils disent à un moment donné, malheureusement, c'est pas comme dans les maths, c'est pas tout plat. Tu vois, un prolo chinois, c'est pas un prolo français. Quand tu dis un prolo chinois, t'es exploité par rapport à son logiciel de chinois, il comprend même pas de quoi tu lui parles forcément. Tu vois, parce que sa vision du monde, elle est ni chrétienne ni judéo-chrétienne. Elle peut être, je sais pas quoi, shinto, taoïste, etc. Et déjà, il voit pas le problème de la même façon. Et déjà, il te dit ton idéologie marxiste-léniniste que tu penses universelle, elle est relativement occidentale. Moi, si tu veux, en tant que bouddhiste, déjà, je m'en fous, le problème c'est le karma. Et moi, je suis un ouvrier, je me pose la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait de mal dans une vie antérieure pour mériter ça. Bah déjà, quand c'est ça ton substrat éducationnel, c'est difficile de te pousser à la révolution, tu vois. Parce que dire déjà, alors tu dis non, mais le bouddhisme est une aliénation. La théorie de l'aliénation, c'est bien joli, tout est une aliénation, sauf le matérialisme dialectique, tu vois, le matérialisme historique. Et ben à un moment donné, il faut réviser ton concept d'aliénation. Il est peut-être un peu pauvre, tu vois ce que je veux dire. Ce que tu es en train de dire, c'est que la religion c'est une aliénation générale, et ensuite il y a une pratique, c'est-à-dire qu'il y a une adaptation du marxisme. Le marxiste intelligent, c'est celui qui va s'adapter, c'est celui qui va renouveler son. Parce que si tu veux faire de la solidarité au niveau de la base dans une lutte, tu dois sortir de tes catégories essentialisées. J'ai les musulmans avec moi. Moi, à un moment donné, il y a des gens qui m'ont dit, on va voir les musulmans avec nous. Bah, plus tu cherches les musulmans, moins tu les trouves, parce que tu vois qu'il y a des chiites, des sunnites, il y a des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des Égyptiens, des islamo-sionistes, des agents du ministère de l'Intérieur, des agents des polices marocaines. Vous avez vu mon interview sur Almanar, Bruxelles? Vous avez vu ce que c'est que se faire enculer à sec par un musulman qui essaie de défendre? Bah ça c'est Rabat, ça s'appelle, tu vois. C'est les mecs en ce moment, ils participent au projet Aladdin. C'est d'enseigner la Shoah dans les écoles. Parce que derrière, il y a la famille Yazoulet, tu vois ce que je veux dire? Et il y a Mohamed VI, tu vois, Mohamed VI, voilà. Bah voilà, bah à un moment donné, tu dis, ah bah c'est vachement bien, on est tous potes les musulmans, hein, tu vois, puis tu crois qu'il y a les musulmans. Comme dit, on est tous potes les cathos, tu vois, pareil. Oui, mais regarde, tu es parti dans une radio. On est tous potes les communistes, tu vois, bah ça n'existe pas, voilà. Oui, mais moi, je te dis, encore une fois, tu es parti dans une radio, par définition, dans une radio ou un animateur radio, c'est déjà quelqu'un qui culturellement... Qu'est-ce que je fais? J'essaye de ne pas perdre déjà. Je gagnais mon combat, parce que je peux déminer au fur et à mesure. J'ai identifié que les mecs c'était des agents de Rabat, de la monarchie chérifite, et que j'ai fait en sorte de ne pas déraper, de ne pas m'énerver. Mais je veux dire que si j'étais arrivé avec ton niveau de naïveté, j'explosais en vol. Toi, tu te faisais soit bananer, soit tu raccrochais, soit tu te mettais à pleurer. C'est ça que je... Mais bien sûr que si. Écoute, je ne veux pas te ridiculiser, je te parie. Mais je te parie tout ce que tu veux que dans n'importe quel Cénacle, d'extrême gauche, d'extrême droite, je t'envoie comme je t'ai envoyé ce matin parler, tu vas voir que tu vas te faire exploser par des mecs infiniment plus vicieux que toi. Tu te rends pas compte de la... Tu fais face à un Cohn-Bendit, il te met en slip, Cohn-Bendit. C'est un maître de la dialectique et du vice, il connaît tout de A à Z, c'est un champion, c'est un virtuose, tu peux le confirmer, non? Un mec comme Cohn-Bendit, il te met à poil dans un débat si t'es un honnête marxiste-léniniste. Oui. C'est l'ordure intégrale. Il sait toutes les démagogies, il va repérer les regards des mecs, il va jouer sur la gonzesse mignonne, il va flatter les machins. Non mais c'est les... Et malheureusement la vie c'est ça, c'est pas t'as pas Saint-Logos qui défend pour te dire t'as gagné. Il n'y a pas d'arbitre en philosophie, il n'y a pas d'arbitre en politique, c'est pas comme au foot, c'est pas genre je gagne 2-1, le sophisme, le philosophe face au sophiste. Eh ben, c'est un mec qui boxe
honnêtement, pendant que l'autre a des comment dirais-je, des gants truqués, il lui tape que dans les couilles. Qu'est-ce que fait un philosophe face à un sophiste? Comme vous n'êtes pas tous des virtuoses du logos, le sophiste, une fois sur deux, vous n'en diriez pas que c'est un sophiste. Et je vous signale en plus que que ce soit Schopenhauer ou le Talmud, tout ça c'est de la logique sophistique. Et ben il y a des maîtres du sophisme. Et malheureusement, même si moi je suis un maître du logos, la clientèle, encore vous êtes déjà du haut niveau parce que vous êtes là, mais t'es face à une foule, sur une foule, le sophiste il te bat, parce que le sophiste c'est un démagogue. Et ben à chaque fois tu mets un pur logicien, chrétien, honnête, tout ce que tu additionnes, toutes les qualités, pur prolétarien, honnête, logicien, machin, etc., maître du logos, généreux, etc., face à un sophiste, etc., et ben la foule à la fin, c'est ce qui se passe avec Jésus, elle lynche le gentil. Et elle porte au pinacle l'enculé. Cohn-Bendit ne fait que nous enculer depuis 1968. C'est encore le leader des Verts en France, alors qu'il n'est même pas français. Tu vois ce que je veux dire? Et il va encore ramener les écologistes au candidat du PS qui est censé prendre le pouvoir après Sarkozy, qui sera peut-être Strauss-Kahn. Il va rabattre pour Strauss-Kahn au deuxième tour. Et tous les cons d'écologistes, ils sont encore en train de s'extasier sur Cohn-Bendit, qui est quand même un vieux, tu vois, une vieille. Et ben là, je suis obligé d'admettre le réel, c'est que Cohn-Bendit, quelque part, il est plus fort que moi parce que lui, il vit pas dans la conscience possible, pour reprendre les arguments de Goldman et Lukács, il vit sur la conscience réelle. Il méprise les cons. Et malheureusement, et moi, le premier mec qui m'a dit ça, c'est le sénateur 68. Il m'a dit avant une émission, parce que comme il savait que j'étais au PC, il croyait que j'étais comme lui de la trahison. Il fait ces connards de Français quand tu penses tous ces prolos à la con. Mais la France c'est un pays de cocagne. Le mec il est sénateur socialiste, ancien révolutionnaire. C'est un enculé de A à Z. Il vous méprise, il méprise le peuple. Mais dans un débat face à moi, c'est lui qui va gagner, je te garantis. Hein. Il va flatter le prolo, il va promettre un peu de pognon, il va glisser des bifetons. C'est-à-dire que c'est ça le problème, c'est que moi j'ai raison, c'est pour ça que je risque d'en crever. Et comme je sais que je décide du jour de ma mort, je veux pas que toi, tu me pousses, comme d'autres, à mourir plus tôt que quand j'en ai décidé. Et je te dis que moi, un militant révolutionnaire pur, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ce qu'il y a de plus dangereux et parfois même de plus inefficace. C'est comme un mec qui veut draguer, qui croit que toutes les femmes sont comme sa mère, tu vois, il tirera jamais une gonzesse. C'est quand même des... Voilà, il faut comprendre. Je veux dire, je dis pas qu'on doit pas être marxiste, qu'on doit pas être révolutionnaire et qu'on doit être des antilibéraux carabinés, mais il faut tenir compte du réel, l'analyser, etc. Et ne pas se cacher derrière un idéalisme où on essentialise des catégories, les musulmans, les prolétaires, les machins, etc. Parce que là, c'est catastrophique. C'est-à-dire que tu vas vers des déceptions tellement grandes qu'elles peuvent conduire à ton suicide. Le meilleur ami de l'ignoble enculé qui a fait le film, et lui qui est passé à la caisse, qui s'appelle Mourir à 30 ans, oui. Et ben, qui d'ailleurs c'est pas son vrai nom, il faudrait peut-être qu'on le dise, hein. Lui c'est un enculé, mais Recanati, lui s'est suicidé, tu vois, parce que lui il a compris, si tu veux, le bout du mensonge pseudo-révolutionnaire. Il y en a un qui s'est suicidé, l'autre qui est un enculé, et l'enculé qui s'appelle... pas son vrai nom. Le cercle de l'oratoire. Voilà, ouais, bien sûr. On va peut-être faire son CV plus tard s'il y a 100 micros. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à la deuxième chaîne de télé, appeler à la guerre du Golfe, si vous vous rappelez bien. Oui, exactement. Et ben voilà, la morale, elle est là. Le pur, il est mort, et l'autre, il a fait de l'oseille sur son cadavre, et il n'a fait que coucher avec le capital, pour pas dire plus, depuis toujours. Et il est toujours en train de draguer en faisant le révolutionnaire. Moi, j'ai vu des connasses demander dans le 18e, j'ai vu des connasses à cheveux, enfin bobo, aller se faire signer des autographes, tu vois. Pour eux, c'est un héros de la gauche révolutionnaire. Bon ben quand tu vois ça, tu as intérêt à t'épaissir un peu le cuir, tu vois ce que je veux dire? Tu me fais peur, trop fragile, tu vois ce que je veux dire? Je suis là, moi je suis comme un entraîneur de boxe, je suis là pour que quand tu ailles au combat, tu te fasses pas massacrer. Je te dis que sinon tu vas te faire massacrer, tu vois ce que je veux dire? Parce que moi j'en sors, tu vois, de tout ça, tu vois, j'en sors. C'est très gentil si je comprends bien. Oui, non mais c'est pas gentil, j'ai 52 ans cette année, j'ai 52 ans si tu veux. Et j'ai démarré exactement comme toi, et je n'ai renoncé à rien. C'est ça que je veux dire, je ne sens rien, mais je te dis, c'est tellement plus violent, tellement plus vicieux. Tes ennemis sont tellement plus près de toi que tu ne le crois. C'est tellement dégueulasse que pour pouvoir survivre à tout ça, il faut de l'humour. Non mais tu peux survivre à tout ça si tu as de l'humour et un certain sens de la poésie déjà. Il faut aimer la beauté, il faut savoir trouver la beauté où elle est. Parfois elle est dans le regard d'un prolétaire de 20 ans, d'une petite fille ou d'un ouvrier qui a de la dignité. Enfin toi, tu dois te raccrocher à ce que tu peux parce qu'il n'y a pas grand chose. Et ces petits moments, c'est de l'énergie atomique, quoi. Tu vois, sur un regard d'un ouvrier, tu dois pouvoir rebondir pendant les 2 ans à venir, malgré Thibaut et de voir les beaufs dans les manifs. J'ai honte, hein, les beaufs dans les mecs.
tu vois. C'est ça, une élite révolutionnaire, ils font tous 110 kilos, ils ont des autocollants collés partout, des queues de cheval, ils ne rêvent que d'aller au bistrot, dissolution pour aller pochetronner, et leur truc c'est qu'ils ont échappé une journée au travail, tu vois. Voilà, je veux dire, si tu veux... non mais il n'y a rien de plus violent que de filmer une fin de manif CGT. J'ai été à la CGT, donc voilà, je le sais. C'est hyper déprimant, c'est pas les affiches de propagande de la révolution bolchevique où tu vois des mecs, c'est comme d'ailleurs les nationaux-socialistes, il n'y a pas de prolétaires gras. Les mecs ils sont comme ça, les affiches nazies et les affiches communistes c'est les mêmes. Hein. Les mecs c'est des Grecs. Hein. Voilà. Et après tu vois la réalité de terrain, c'est autre chose. Donc voilà, je te dis, c'est pénible à entendre parce que c'est comme un vieux qui te dit t'es un petit con, il y a un problème d'âge, mais je te dis, fais gaffe parce que voilà. Mais si je suis ailleurs quelque part, c'est que j'ai fait assez gaffe quand même. Oui, hein. oui, bien sûr, j'en ai conscience. Je te dis fais gaffe. Et dans ces manifs là, Et ça veut pas dire renonce, trahis, ça veut pas dire du tout ça, parce que les mecs justement, je te disais aujourd'hui, les pires révolutionnaires de 68, c'est tous ceux aujourd'hui qui sont à la droite de la droite. Hein. Les BHL, je te dis, ils voulaient... Moi, les mecs m'ont raconté, parce que je connais des vrais communistes de l'époque qui sont pratiquement clochards aujourd'hui, qui étaient des militants durs, qui étaient des profs, etc., des sacrifiés. Moi, j'ai vu Kluskar crever, hein, comme une merde. Hein. Attention, il a fini à Gaillac, etc. J'ai vu Pagani, j'ai vu des mecs comme ça, j'en ai vu, hein, des vieux profs communistes purs et durs, etc., qui ont fini limite clodo, tu vois ce que je veux dire. Et ces mecs, ils te racontaient que Bernard-Henri Lévy empêchait les mecs qui étaient encartés au PC d'accéder à la cantine universitaire en les traitant de déviationnistes et de déviationnistes petits bourgeois. Bernard-Henri Lévy, tu vois. Je veux dire, ça te relativise tout ça, tu vois, c'est tout. Voilà. Et malheureusement, plus on sait de choses sur le passé, voilà, plus on peut... Voilà, parce qu'on reproduit les erreurs, c'est dommage, tu vois. Tu vois, on reproduit les erreurs. Et il s'est passé des choses quand même, il s'est passé des choses. On n'a pas juste produit le livre qui s'appelle Le Capital, il s'est passé après toute l'histoire révolutionnaire, la prise de pouvoir, l'URSS, les pays satellites, l'histoire du Parti communiste français, les oppositions communistes aux communistes avec la 4e internationale. Tout ça, il faut l'étudier sans concession avec les outils marxistes, tu vois. Voilà. De même qu'on étudie le libéralisme, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, moi je ne suis pas... sous prétexte qu'elle est antilibérale, elle réhabilite entièrement le stalinisme. Et on te dit, comment dirais-je, la famine ukrainienne n'a pas eu lieu. Les 6 millions, c'est faux. Par contre, si tu dis qu'il y a eu quelque chose, on a triché sur certains chiffres pour un autre sujet, là, elle te traite de révisionniste. C'est-à-dire que tu as le droit d'être révisionniste de gauche, mais pas de droite. C'est l'héritière des papiers Rie-Lacroix. Elle a un château au Vésinet. Ah bon. Oui, voilà. Alors elle peut être marxiste-léniniste pure et dure, tu vois. Elle a un château au Vésinet. C'est tout. C'est important de savoir d'où les gens parlent, hein, c'est important. Moi, je prétends pas autre chose que d'être un déclassé et un aventurier. C'est-à-dire que c'est exactement le profil de tous les révolutionnaires, tu vois. Je sais, tu vois. Si j'étais ouvrier, je serais pas marxiste. J'aurais essayé de m'élever dans la hiérarchie pour accéder à un petit chef, sans doute, pour pouvoir passer des HLM au pavillon. Parce que c'est ça, comme le dessin d'un prolo, c'est d'échapper au prolétariat, tu vois. Voilà. Et par exemple, tu as déjà lu Jean-Jacques Marie sur Kronstadt, par exemple, c'est une question très précise, mais par exemple, ce genre de lecture, par exemple, tu dis ça, mais sur la question de la critique, par exemple, tu as cité la 4e internationale, mais toute cette critique a déjà été faite sur l'effondrement de, par exemple, moi, les trotskistes, a été fait très bien, mais à les trotskistes, livres, ils l'ont déjà dit, c'est-à-dire en disant qu'en 60, dans les années 60, comme il y a une immigration massive et qu'il n'y a pas une politique d'assimilation, parallèlement à la libéralisation et l'Union européenne, ont préparé dès les années 60, ils en avaient déjà conscience, de la destruction de la France, avec aussi le fait que le projet de De Gaulle d'avoir une Europe c'est très bien, mais quand tu parles de ça, tu dis pas la même chose que Bernard Thibault. Je veux dire, excuse-moi, je suis d'accord tout à fait avec ça. Comme il s'appelle le secrétaire général du Parti communiste français, M. Georges Marchais, a écrit sa lettre au recteur de la mosquée de Paris pour dire l'immigration devient un problème, etc. C'est-à-dire qu'il a été marxiste jusqu'au bout, donc anti-immigrationniste, tu vois. Si tu la connais cette lettre de Marchais, voilà, et ben il a explosé. Il a été liquidé et on a mis en place la clique à Robert Rue et Marie-Georges Buffet. C'est-à-dire ils ont cessé de parler de rapport de classe et de rapport capital-travail. Ils ont parlé des jeunes, des femmes et de l'homosexualité. Et par contre, ils ont fait monter le Front National pour que la question de l'immigration devienne une question de racisme et d'antiracisme. Et non plus une question et non plus une question de rapport de classe. Ben, c'est ça le pouvoir politique. Et Georges Marchais, il a fini avec Yvonne dans son pavillon comme un con. Tu vois, voilà. Il a été éjecté le lendemain
de Montigny-les-Cormeilles et de la lettre au recteur, etc. Parce qu'il a essayé de rester communiste jusqu'au bout. Tu vois, voilà. Et tous les connards qui étaient pour l'immigrationnisme au nom du différentialisme culturel, etc., se faisaient passer pour des mecs de gauche, lui pour un gros beauf stalinien raciste, alors qu'il défendait objectivement les intérêts du travail contre le capital. Voilà. L'intérêt, on est d'accord là-dessus. Donc l'intérêt, effectivement, c'est de connaître ça, de le faire savoir. Mais moi, je ne vendrai jamais du catéchisme marxiste-léniniste de premier niveau à des gens, parce que je pense que c'est de l'escroquerie, et c'est de l'escroquerie de domination, tu vois. Je le sais parce que j'ai vu aussi comment on encartait les gens à la CGT, à l'époque, etc. Voilà, c'est l'ouvrier et un petit soldat du syndicat, et donc il est exploité par le patron et par le syndicat, mais bon, parfois ça peut lui rapporter, parce que grâce au syndicat, il peut avoir des augmentations de salaire. Mais le patronat est d'accord avec les augmentations de salaire, parce qu'il faut que le mec qui consomme, du moment que son salaire est converti en consommation, puisque de toute façon il va consommer ce qu'il produit lui-même dans la propre usine avec l'extorsion de la plus-value. Donc je vois pas en quoi la discussion sur l'augmentation de salaire est un problème pour le patronat. Tu fais de temps en temps du keynésianisme et de l'anti-keynésianisme. Tant que tu es sur la discussion de l'augmentation de salaire, tu gênes absolument pas le monde bourgeois, tu vois ce que je veux dire, hein, puisque c'est toujours un problème, production-consommation. Voilà. Or que je sache, qu'est-ce que consomme le prolétaire? Il consomme ce qu'il produit en dernière instance. Et ce qu'il produit, c'est ce qui est vendu quoi, par la bourgeoisie, enfin je veux dire par le capital, tu vois. Il y a une chanson très belle du folklore américain là qui se dit j'achète, enfin une chanson très jolie qui dit ouais tout ce que je touche par mon salaire, je l'achète à la boutique de la boutique de l'entreprise, tu sais, voilà, parce que ça peut même fonctionner carrément en vase clos, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est effectivement comment on a réduit le combat révolutionnaire qui était une alternative radicale au monde bourgeois à la discussion sur l'augmentation de salaire. Ça, c'est une vraie stratégie, comme on amène un boxeur dans le coin, de réduire progressivement la gauche à cette pure question, tu vois. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que la question salariale est secondaire, parce que ça serait une réaction de bourgeois. Parce qu'effectivement, les mecs dans la précarité ont leur problème immédiat, en dehors de l'écologie, ils n'ont rien à foutre, hein, de la, je sais pas quoi, la gouvernance mondiale dont ils n'ont rien à foutre, c'est une petite augmentation salariale. Mais tu vois, c'est pour ça que c'est infiniment complexe, parce que finalement, quand tu dis la bourgeoisie nous a baisés parce qu'elle a réduit le combat révolutionnaire à l'augmentation de salaire, le premier mec qui te dit hey, toi arrête tes espèces de bobos, t'as pas de problème de revenus, moi mon premier truc c'est l'augmentation de salaire, c'est l'OS1 que tu prends dans la gueule. Et c'est ça le génie de la domination politique. Parce que ton pire ennemi, c'est devient celui que tu défends en premier, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire celui qui est censé faire la révision, qui est l'OS1, ils veulent l'augmentation de salaire et rien d'autre. Et qu'est-ce que font les syndicats? Ils négocient des augmentations de salaire. Ils ne font rien d'autre, voilà. C'est tout. Et si tu dis on doit faire la révolution totale et jusqu'au bout, c'est un changement radical de société, tu te prends dans la gueule les OS1, les OS2 direct. Hein. Bien sûr, après c'est... Voilà. Et tu intéresses, par contre, tu intéresses une certaine bourgeoisie et celui qui va t'inviter à dîner, c'est le patron de l'entreprise. Parce que lui, poétiquement, tu l'intéresses à table. Il va t'inviter à dîner pour que tu lui racontes la beauté de la révolution intégrale. Oui, bah oui, ça s'appelle l'intellectuel de gauche qui est au bout de la table, et ça s'appelle le culturo-mondain. Ça s'appelle le destin du clerc marxiste dans une situation globalement dominée. C'est ce que tu vois, c'est la situation voltairienne de faire le malin au bout de table. C'est ce que décrit Sorel dans Les Illusions du progrès. Où les encyclopédistes, qui sont la matrice de la révolution, sont payés par les nobles pour animer les dîners, parce que le débat encyclopédiste est bien plus intéressant que la scolastique catholique, qui est misérable d'un point de vue intellectuel. Voilà, ben c'est donc le mec il bouffe à la table des riches en vendant de la poésie révolutionnaire. Voilà, bon, et finalement, il fait ce qu'il peut. C'est ce que je veux dire. Il défend sa croûte, il survit. Il va peut-être former un révolutionnaire qui sera le fils du patron, comme dans Cher Papa, cinéma italien, ou un espion, tu vois, un mec d'Oxford qui deviendra espion soviétique. Enfin, tu vois, on peut imaginer tous les alibis. Mais je veux dire, la complexité, qui n'est pas d'ailleurs le non-sens, hein, attention, hein, moi je crois ni l'indéterminisme, l'effet papillon c'est des conneries, et tout ça j'y crois pas. Mais la complexité, il faut vraiment ne jamais y renoncer, tu vois, la multiplicité des déterminations, voilà, etc. Les mecs qui t'expliquent tout par la lutte des classes, ou tout par l'idéologie, ou tout par ça, ils se trompent systématiquement. Voilà. Et le problème c'est comment articuler tout ça, comment produire la critique la plus fine de la société actuelle et comment essayer, parce qu'on est quand même en dernière instance dans une situation objective. Pourquoi on est là aujourd'hui? Parce qu'on est dans une société très riche, où la richesse est très mal partagée, qui a un très haut niveau de culture, mais en même temps où la culture n'est plus nulle part, un très haut niveau de technique qui n'est pratiquement qui ne sert qu'à l'aliénation. On a une souffrance objective parce que ça ne nous suffit pas, alors que si on était des purs animaux-machines, ça devrait nous plaire très bien. Et donc, finalement, en dernière instance, pour essayer que la vie soit pas trop triste, eh ben, on joue avec ce qui nous reste, qui est la virtuosité du logos. C'est-à-dire, effectivement, là, qu'est-ce que je fais? J'étale ma culture et ma maîtrise dialectique. Et bon, ça fait un espèce de spectacle, on aurait pu déjà aller se coucher, il est 7h15. Ça va faire une bonne vidéo. Ça peut faire une vidéo, enfin voilà, il faut avoir conscience.
il faut être humble. Voilà, moi j'ai l'arrogance de l'humble et l'humilité de l'arrogant. Je sais très bien l'instant que je suis en train de parler à 20 mecs et peut-être qu'il y a une fille qui va arriver de coucher avec moi, on sait jamais. C'est un appel, ça. Oui, non mais voilà, mais osons dire tout ça, tu vois ce que je veux dire, osons le dire, parce qu'une fois que c'est dit, au moins, c'est beaucoup plus sain.